Si je vous avais dit la vérité, vous ne seriez jamais venu. Est-ce que l'argent peut compenser un environnement toxique? Pourquoi est-ce qu'on me propose 40 et pas 42? Si tout se passe bien, et là du coup il faut définir c'est quoi bien se passer. Cette discussion, tu vas l'avoir pas au bout de 6 mois quand le projet il est fini, tu vas l'avoir au début. La mutuelle ça se passe comment? Le remboursement des transports, et parfois on me dit non mais j'ai pas les moyens donc je donne des primes. Les calculs sont pas bons Kevin, on a un sujet. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Make Sense, le podcast. Cette semaine, on va parler des stratégies de rémunération et pour ça, j'ai fait appel à Sandrine Dorbe qui est experte en stratégie de rémunération justement. On va vous expliquer à quel point la stratégie de rémunération c'est important dès lors que vous avez des salariés, que ce soit pour attirer, fidéliser, motiver. Tout est important dès qu'on parle de rémunération, on parle aussi d'ego, on parle de valeur. C'est vraiment important d'avoir ce sujet en tête. Pourtant, en France, c'est assez tabou, on n'aime pas parler d'argent. Et dans ce podcast, on va parler argent, on va parler rémunération, on va parler salaire. Ça va être hyper intéressant. J'ai appris plein de choses, j'espère que vous aussi. Donc je vous laisse tout de suite à l'épisode et on fait place à Sandrine. Hello Sandrine. Salut Maxence. Est-ce que tu pourrais peut-être commencer par te présenter? Bien sûr, avec joie. Moi, je suis Sandrine Dorbe, je suis experte en rémunération. Au quotidien, j'accompagne des dirigeants et des dirigeantes d'entreprise dans la définition de leur politique de rémunération. L'idée, c'est d'avoir des systèmes cohérents et efficaces en fonction de l'entreprise, des dirigeants, de la culture, etc. Excellent. Et du coup, on va couvrir dans l'épisode tous ces beaux sujets qui s'éloignent un peu des sujets habituels du podcast sur entrepreneuriat et marketing, mais qui sont hyper importants parce que jusqu'à preuve du contraire, on est tous les deux en France. Et en France, dès qu'on a des gens qui bossent pour nous, on les paye. Et du coup, c'est quand même hyper important de s'y intéresser. Ce que je te propose peut-être pour démarrer, c'est justement... au-delà de la petite blague sur le fait qu'on paye les gens. C'est une bien belle tradition, je trouve. Tu sais que toi et moi, on n'est pas d'accord là-dessus, mais je trouve que c'est une bien belle tradition. Je sais, j'ai découvert ça un peu tard dans ma vie d'entrepreneur, mais étonnamment, ça marche assez bien, je trouve. Et justement, peut-être pour démarrer et peut-être un peu reposer le contexte et pourquoi on s'intéresse aussi à la rémunération, parce qu'il y a peut-être aussi des gens pour qui c'est pas un sujet, tu payes les gens selon leur job, selon ceci, selon cela, mais c'est quoi la place de la rémunération en tant que telle dans la perception pour les salariés? En tout cas, c'est quoi l'importance de la rémunération dans comment ils perçoivent leur vie au travail, leur quotidien, etc. Question un peu philosophique pour démarrer. Il y a régulièrement des enquêtes qui sont faites par des enquêtes ou des études qui sont faites par des cabinets de recrutement, des instituts de sondage, des organismes qui travaillent sur certains sujets liés au monde du travail et qui régulièrement font le classement, le top 3, le top 5, des raisons qui encouragent quelqu'un à accepter une offre ou pas, ou à chercher du boulot ou pas. En fonction de qui fait l'enquête, en fonction du moment où on fait l'enquête, la rémunération, elle est plus ou moins bien placée dans le top 5. Je t'avoue qu'une fois, j'étais très étonnée de voir qu'elle n'apparaissait même pas. C'était une enquête sur les attentes des jeunes diplômés, qui date d'il y a 2 ans, donc on est en 2024. Je précise pour la postérité de ton podcast. Donc l'enquête, elle a dû sortir en 2022. J'étais un peu étonnée parce que pour le coup, les jeunes générations sont plus à l'aise pour parler de rémunération. Néanmoins, moi je pense que tu le mets où tu veux dans ton top 1, top 2, top 3, mais il faut que le salaire il soit au bon niveau. Alors la difficulté, c'est de définir le bon niveau. Il faut qu'il soit au bon niveau pour que ça ne soit pas un sujet et qu'on puisse parler des vrais problèmes. Les vrais problèmes étant, est-ce qu'on a la bonne personne en face, qui a les bonnes compétences, qui va pouvoir se projeter dans l'organisation, qui va pouvoir s'épanouir. Une fois qu'on a évacué le sujet de la rémunération, on va pouvoir se concentrer sur les vrais sujets. Donc la rémunération, c'est absolument crucial parce que un candidat, une candidate, si tu n'as pas le bon niveau de rémunération à proposer, alors là aussi, la question, c'est quoi le bon niveau? Mais en tout cas, si on n'a pas le bon niveau, la personne, elle n'écoutera rien. Elle n'écoutera pas tes promesses de qualité de vie au travail, elle n'écoutera pas l'intérêt du poste et l'évolution que tu peux lui proposer dans l'entreprise. Elle n'écoutera pas ces 4 jours de télétravail. Donc c'est pour ça que je dis vraiment que le salaire, c'est un sujet à évacuer dès le départ. En fait, c'est là où c'est assez marrant comme sujet, c'est qu'il doit être tellement bien traité que c'est un non-sujet, comme tu dis. Sinon, t'as beau faire quoi que ce soit, ça sonnera creux. Toutes tes promesses sont vides parce que t'as pas ce socle finalement sur lequel tu bâtis la confiance avec un salarié. Et entre guillemets, lui, il va arriver le matin avec des
des attentes qui seront de toute façon pas répondues, puisqu'il gagne entre guillemets pas assez selon lui. Ou alors, tu as l'inverse, où, à mon avis, côté employeur, où bah, tiens, lui, de toute façon, il gagne trop pour ce qu'il fait, et donc bah, je le charge de travail, etc. Il y a plein d'autres sujets là-dessus, à mon avis, il y a plein d'autres dérives potentielles. Mais dans les deux cas, tu as des dérives qui peuvent un peu te dégommer, à mon avis, un quotidien avec un salarié ou un employeur. Et c'est assez marrant de voir à quel point c'est minimisé parfois dans les entretiens d'embauche, dans les offres même, on pourra y revenir, et aussi dans la vie du salarié. Mais du coup, tu nous listais quelques éléments, mais finalement, si la rémunération, c'est un peu un non-sujet, tu évoquais aussi tout ce qui est QVT et autres. C'est quoi les autres composantes qui vont faire en sorte que bah, tu as un équilibre professionnel qui est bien en place et qui te convient, finalement, si la rémunération, c'est un peu un non-sujet? Alors, quand je dis que c'est un non-sujet, j'abuse peut-être un peu. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas sur celui-ci qu'il faut concentrer la négociation. Il y a du boulot à faire pour avoir une politique de rémunération qui soit pertinente pour l'organisation. Comme ça, après, tu as plus qu'à te mettre dans la traque de ta politique, tu réponds aux questions facilement parce que ta politique, elle a été bien pensée, parce que tu l'as bien mûrie, parce que tu as choisi les bons outils. Tu n'as pas besoin de refaire le match à chaque fois que tu es en négociation avec quelqu'un. C'est pour ça que moi je dis la négociation, ça doit être un non-sujet. On doit avoir bossé sa politique en amont, on doit avoir fait une grille si on en a envie, si on en a besoin. Mais en tout cas, il faut évacuer ce sujet dès le départ pour parler des vrais sujets. La rémunération, en fait, ça cristallise beaucoup de choses. Et je constate, ce qui est un peu étonnant, c'est qu'en France, on n'aime pas parler de rémunération, alors qu'on soit dirigeant, dirigeante ou salarié, hein, c'est un sujet qu'on n'aime pas aborder. Et pourtant, quand il y a un problème, ben, c'est le premier sujet dont on parle. Tu disais par exemple quelqu'un qui est pas content et qui du coup va dire qu'il n'est pas bien rémunéré. Cette personne, peut-être qu'elle n'est pas bien rémunérée par rapport au marché, peut-être qu'elle est bien rémunérée par rapport au marché, néanmoins elle a cette conviction qu'elle n'est pas bien rémunérée. Donc en fait, c'est qu'il se passe quelque chose, c'est qu'il y a un déséquilibre. En théorie, on parle de ton ratio contribution-rétribution, c'est qu'il y a quelque chose qui fait que ça se grippe et la personne, quand bien même tu lui prouves par A plus B qu'elle est très bien payée par rapport au marché, elle continuera d'avoir cette conviction qu'elle n'est pas bien payée. Et de l'autre côté manager, on a parfois aussi une croyance de dire bah tiens, cette personne, j'ai l'impression qu'elle fout rien, et ben, je vais lui en rajouter une couche. Plutôt que d'avoir une discussion à cœur ouvert, j'ai envie de te dire, où tu confrontes la personne à ce que tu estimes être un problème. Et donc là, effectivement, c'est des discussions qu'on n'a pas envie d'avoir. Personne n'a envie de se dire, allez, tiens, ce matin, je vais commencer ma journée par un point d'une heure avec Bertrand. Je vais dire, écoute, Bertrand, par rapport à tel point, tel point, tel point, j'ai l'impression que tu es un peu en sous-régime. Est-ce qu'on peut en parler? Peut-être que la journée, elle commence pas très très bien. Par contre, ce qu'on va faire, c'est dire, ok, bah Bertrand, j'ai l'impression qu'il faut rien, je vais le charger un peu plus. Ah bah Bertrand, mon sentiment, c'est qu'il n'en fout pas une rame, je vais lui baisser son variable, ça lui fera les pieds, plutôt que d'avoir la conversation managériale qui aura beaucoup plus d'impact sur le long terme. Et tu vois, là, en t'écoutant, je repensais à une cliente qui était une petite PME où, dans une équipe, il y avait 5 personnes dans cette équipe qui faisaient exactement le même boulot, hein. Et elles faisaient exactement le même boulot et elles avaient la même seniorité en plus. Donc il n'y en a pas une qui avait 10 ans d'expérience versus d'autres qui en avaient plutôt 5. Donc vraiment des profils très comparables. Et un jour, elles ont appris qu'elles n'étaient pas du tout payées pareil. Mais pas du tout. Il n'y avait pas des petits écarts, c'était des gros écarts. Donc évidemment, incendie dans l'entreprise. Évidemment, les dirigeants ont pris le sujet en main. Ils ont fait une politique de rémunération, ils ont fait une grille, ils ont corrigé leurs erreurs, ils se sont excusés. Et pourtant, l'ambiance n'est pas du tout apaisée. C'est que ce sujet-là, il a fait ressurgir plein d'autres choses qui n'étaient pas OK pour cette équipe. Et donc, tu vois, finalement, la rémunération, c'est juste ce qui a fait péter la cocotte minute. Et qu'en fond, il y avait beaucoup de sujets culturels, managériaux, d'équité, dont qu'on n'avait jamais abordé. Ouais, c'est assez dingue, c'est que du coup, le fait que ça pète, ça a remué un peu toute la boue, bon, à défaut d'un autre Oui, terme, autour. Et la vague, si tu préfères. c'est, c'est assez dingue parce que finalement, bon, à long terme, je pense que c'est assez sain que ça ait pété à un moment, parce ça montre quand même qu'il fallait remettre les choses d'équerre. Par contre, il y a peut-être d'autres moyens. On n'est pas obligé d'attendre que ça pète pour s'y attaquer, probablement. Hem, le souci, c'est peut-être Ouais. que, bah, tu as pas envie de t'y attaquer. C'est des sujets, comme tu dis, c'est plus simple de faire en coulisses plutôt que
typiquement avoir cette conversation avec Bertrand, de lui dire: «Bah, écoute, on t'attendait là, 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 tu pas au rendez-vous. De quoi tu as besoin pour remplir tes objectifs? Est-ce que tes objectifs sont trop ambitieux? Est-ce qu'il y a un souci annexe qui t'empêche d'accomplir ta mission?» C'est à la fois des discussions qui peuvent être vues comme plus conflictuelles, alors que, bah, on n'a pas forcément besoin d'aller au conflit non plus, hein, mais je pense que la peur du conflit, ça joue aussi dans Oui. certaines de ces discussions-là, surtout que tu es sur un sujet quand même assez touchy. Dès que tu touches à tout ce qui est variable, salaire en général et ce genre d'éléments. Mais le fait d'aller au conflit, je pense que ça fait qu'envenimer les choses, et si tu te prends une approche un peu plus, heu, non violente ou ouverte, de la part du manager, tout de suite, tu Oui. as pas les mêmes types de discussions. Mais c'est dur, hein, tu vois? Moi, on me retoque souvent les accords Toltec dans la figure, quand je fais ça, parce que c'est devenu un peu un running gag, à l'agence. Mais tu vois, ne pas interpréter, savoir dire les choses, être, hyper factuel, et cetera. Mais c'est beaucoup plus simple de faire un peu les coups en douce et de dire: «Bah, tiens, Oui. je te baisse le variable», comme tu disais. Mais c'est la porte ouverte à toutes les dérives à nouveau, à mon avis. Oui, mais tu vois, mon sujet, il est touchy, pas parce que c'est de l'argent. C'est pas l'argent qui fait que c'est touchy, c'est tout ce qu'on met derrière l'argent. C'est-à-dire que souvent je dis la rémunération, c'est un sujet qui est très émotionnel. En fait, je pense que c'est un sujet qui est autant technique qu'émotionnel. Si tu traites que l'aspect technique, comme ce qu'a fait mon client dont je te parlais au départ, là, avec Mmh, l'équipe qui a explosé, ils ont traité de manière technique, hein. Ils se sont dit: «OK, on a merdé, mmh, on va faire une politique, on va faire une grille, on va corriger les écarts, on va communiquer, on va les écouter et on va tout réparer», et en fait, pas du tout. Donc en corrigeant que l'aspect technique, tu passes à côté de la part émotionnelle, et ce qui est compliqué avec la part émotionnelle, tu le disais, déjà, on ne sait pas trop faire. On n'apprend pas à parler de nos émotions, on n'apprend pas à les identifier, à en parler, ni côté dirigeant-dirigeante, ni côté salarié, hein. mmh, Donc même quand toi, tu arrives avec des idées, une posture de bienveillance, de communication, d'écoute active, de communication non violente, la personne en face, elle est peut-être pas câblée, elle est peut-être pas prête à réceptionner ça, quoi, et tu beau tu peux essayer d'aller la chercher, elle aura peut-être du mal à cracher, qu'elle est hyper frustrée parce qu'elle a l'impression que tes pratiques en matière de ressources humaines sont injustes. Tu vois? Et même quand je dis ça, c'est un peu mon running gag, mais parfois on me dit ça, on me dit: «Ouais, c'est injuste» ou «C'est inéquitable», ou alors tu as des gens qui me disent: «Mais nous, on a une culture, de l'équité hyper forte». Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, je suis pas une intellectuelle, tu me diras. Je ne sais pas ce que c'est la justice. Je ne sais pas ce que c'est l'équité au sens large. J'ai ma vision de l'équité, j'ai ma vision de la justice. Et toi et moi, on pourrait ne pas avoir la même. Et tu vois, et en entreprise, on utilise beaucoup des mots comme ça, des concepts qu'on pense communément admis, et c'est pas le cas. Et typiquement, un autre client auquel je pense, il avait un problème dans son entreprise. Il avait remis à plat sa politique de rémunération, il avait communiqué à tout le monde. Et il y avait un gros conflit avec une personne importante dans les équipes. Il ne pouvait pas trop se permettre de se fâcher avec cette personne et que cette personne, elle quitte l'entreprise. Il me raconte l'histoire, et il conclut en me disant: «Bah, tu vois, la décision que j'ai prise, je l'ai prise parce qu'elle est juste». Du coup, je suis: «Bah, ouais, carrément, ce que tu as fait, c'est hyper juste, on est d'accord». Ensuite, je rencontre le collaborateur en question. La personne me raconte la même histoire. Il ne change aucune anecdote, hein, il n'y a pas d'interprétation différente. Les sentiments sont différents, mais les faits sont exactement les mêmes. mmh. Et cette personne conclut son histoire en me disant: «Bah, tu vois, ce qu'il a fait, je trouve ça hyper injuste». Je dis: «Beh, ouais, tu raison, ce qu'il a fait, c'est hyper injuste». Alors c'est pas que je retourne ma veste plus vite que Manuel Valls, c'est parce qu'en fait, ces 2 personnes, elles ont une définition de la justice qui est différente. Et elles étaient dans un dialogue de sourds où, elles utilisaient le même mot, mais pour parler de 2 concepts différents, et en se disant: «Mais l'autre, il est quand même de mauvaise foi. Il me dit que ce qu'il fait, c'est juste, mais ça ne l'est pas». Et tu vois, tu as beaucoup de trucs comme ça où finalement, parce qu'on ne prend pas le temps de définir les mots qu'on emploie quand on parle de rémunération, qui est un sujet touchy, bah, alors il faut s'attendre à ce qu'il y ait des conflits. Il faut commencer par être très clair sur ce qu'on veut faire, expliquer, ce qu'on fait aux gens, et parce que là, je pense à un autre truc en même temps. Je suis très pénible, des fois je pense à 2 trucs en même temps et j'ai tendance à partir dans tous les sens, mais parce que j'étais en train de me dire que je n'ai pas répondu à ta question de départ. Je suis ceinture noire de digression. Tu t'en es déjà rendu compte dans les échanges qu'on a eus par ailleurs, mais au départ, tu me disais: «Bah, alors si du coup la rémunération, c'est pas le sujet, sur quoi on doit travailler?» Il y a un truc qui est hyper important pour les gens, dans la vie, en général, c'est déjà de bien comprendre sa situation. Pourquoi j'en suis là où j'en suis? En matière de rémunération, ça veut dire, bah, pourquoi est-ce qu'on me propose 40 et pas 42?
comme mon copain de promo. Et la deuxième chose dont on a besoin, c'est de se projeter. Et ça c'est clé en général, hein. Un collaborateur, une collaboratrice qui arrivera à se projeter dans ton entreprise parce qu'elle comprend bien sa culture, ne serait-ce qu'au moment de l'entretien, tu vois, elle Mm. comprend quand tu lui parles du poste, quand tu lui parles de l'entreprise, la personne, elle voit où elle va. Elle arrive à se projeter. Une fois qu'elle est dans l'entreprise, elle voit quelle peut être son évolution. Elle peut voir, elle peut déjà anticiper quelles pourraient être ses futures responsabilités, ses futures missions. C'est là que tu accroches les gens. Si les gens ils comprennent leur situation, ils comprennent pourquoi est-ce qu'ils sont là et comment est-ce qu'ils peuvent se projeter, c'est gagné. Et là, en rémunération, ça veut dire que, il faut qu'on soit très clair sur comment est-ce qu'on définit les salaires. Et parce qu'on est quand même très très bon pour être hyper vague et ensuite être de mauvais sens en disant bah attends c'est très clair, j'ai dit qu'il était au marché, ça va? Non, ça va pas, c'est pas clair. Et ensuite, comment est-ce que le salaire il va évoluer dans le temps? Et là aussi, dire que en fonction de l'évaluation annuelle, en fonction du budget, peut-être qu'éventuellement la personne pourra avoir une augmentation. On peut pas s'engager sur le montant. Et alors souvent, les entreprises qui me disent ça, quand je regarde leur historique, elles augmentent les gens toujours dans les mêmes proportions. Elles ont des pratiques qu'elles renouvellent tous les ans, mais elles refusent de dire à quelqu'un, écoute, moi, c'est 5%. Je dis, mais non, tu te rends compte, c'est beaucoup, je ne peux pas m'engager. Mais Michel, ça fait 4 ans que tes moyennes d'augmentation est de 5%, tu ne prends pas un énorme risque. Donc voilà, ce qu'on peut faire en tant que dirigeant, dirigeante, c'est d'être très clair sur c'est quoi les règles du jeu et comment est-ce que les salaires vont évoluer dans le temps. En fait, c'est assez marrant parce que tu touches quand même à la valeur. C'est une valeur financière, mais mine de rien, tu as un miroir sur la valeur perçue des gens, etc. Et le fait de pas les aider à se projeter, finalement, tu les laisses un peu dans l'inconnu. Et je pense que au-delà d'être mal payé ou quoi que ce soit, les gens détestent l'inconnu, finalement. On est tous plus ou moins comme ça. T'as ceux qui sont un peu plus entreprenants, peut-être qui se disent bah non, l'inconnu, moi j'y vais, etc. Mais c'est 10%, 20% de la population. Les gens, en général, ils veulent avoir au moins une idée. Ok, bah, est-ce que ça va être entre 3 et 8% selon je ne sais quoi et selon des objectifs posés, etc. Mais plutôt que de dire, bah écoute, ce sera entre 0 et plus l'infini. Bon, entre moins l'infini et plus l'infini si on n'avait pas si on avait la possibilité de réduire les salaires pour certaines boîtes. Mais ce côté-là, ça aide aussi à se projeter d'une année sur l'autre, à mon avis, au-delà des objectifs, parce que tes objectifs, on te les donne d'une année sur l'autre, à ton entretien annuel, etc. En tout cas, moi, c'était comme ça. Mais comme tu dis, il n'y a pas ce côté, bah oui, en fait, et si ça se passe bien, alors tu auras ta carotte, ou si ça se passe mal, tu auras ton bâton. Ça se voit un peu plus quand tu as du variable, mais je sais que moi, dans mon ancienne boîte, j'avais pas mal de collabs qui n'avaient pas de variable du tout. Et c'est encore une logistique un peu différente, parce que bah, tu peux pas du tout les projeter non plus là-dessus. Ils n'ont pas de carottes supplémentaires, ils n'ont pas de deuxième botte de carottes s'ils ont fait tous leurs objectifs. Donc c'est un peu compliqué. Et en parallèle de ça, moi je viens du retail, hein, et tu as une pression quand même qui est assez forte sur les équipes. Dans beaucoup de domaines, tu as de la pression assez forte, ça c'est sûr. Mais en général, et surtout en market, d'une année sur l'autre, tu peux avoir des budgets médias qui baissent. On te demande de faire plus de chiffres avec moins de dépenses, finalement. Donc ça crée aussi des zones de tension qui sont peut-être exacerbées quand tu n'as pas de salaire qui va bien, ou en tout cas quand les basiques sont pas faits. Donc tout ce que tu citais sur la culture, la rému, etc. Mais à quel point ça peut te déstabiliser quand en plus, dans ton quotidien, tu as de la pression, Mm. selon toi? Tu vois, tu parles du variable. Moi, le variable, dans le beau pays qu'est la théorie, je suis contre. Le variable En théorie, individuel, plus j'entends. Le que variable collectif, je trouve Mmh. plein de belles qualités. Le variable individuel, je trouve qu'il y a trop d'effets de bord qui sont préjudiciables. À l'exception près des commerciaux ou des fonctions assimilées où tu as un objectif chiffré qui est hyper clair. Mmh. On est dans une tendance un peu parce qu'on ne pouvait pas augmenter les salaires. Et quand je dis qu'on ne pouvait pas, slash on ne voulait pas, hein, je ne te parle pas d'entreprises qui n'ont pas d'argent, parce que parfois on me dit non, mais j'ai pas les moyens, donc je donne des primes. Les calculs ne sont pas bons, Kevin, on a un sujet. Là aussi, il y a des entreprises qui, tous les ans, depuis 10 ans, versent des primes et qui me disent mais je ne peux pas augmenter les salaires, arrête les primes, augmente les salaires. Parce que sur des fonctions support qui n'ont pas d'objectifs ou des fonctions support qui n'ont pas du tout d'objectifs chiffrés, bah finalement, tes objectifs, ce sont les objectifs du poste. Le poste pour lequel tu payes un salaire tous les jours. Donc au final, tu troubles un peu le message entre qu'est-ce qui est attendu de manière régulière sur ce type de poste et qu'est-ce qui relève de la surperformance. Et au final,
Quand quelqu'un est réellement super performant, bah, tu fais rien, enfin, tu fais rien que la personne, elle trouve exceptionnelle. Tu lui verses sa prime, mais tu lui verses tous les ans sa prime. Et quand la personne, elle est sous-performante, bah, alors tu diminues sa prime, et franchement, la plupart du temps, tu diminues de pas beaucoup. Alors après, même si tu enlèves 50 balles sur une prime à 5 000, les gens, ils font la gueule, hein, ça, parce que c'est hyper vexant. Mais tu rates aussi le message managérial qui est la personne n'a, si les objectifs sont liés à la tenue du poste, hein, tu rates le message qui est tu n'as pas fait ton travail, celui pour lequel on te paye tous les jours, donc je te diminue ta prime qui rémunère ta performance. Enfin, en gros, je trouve que tu brouilles les messages. La prime, la première année, elle a un super effet. Dès qu'elle est récurrente, c'est délétère. Et les entreprises qui font ça, et qui des fois me tiennent tête, hein, me disent on n'est pas d'accord, et on peut ne pas être d'accord, vraiment, j'ai pas de sujet avec ça. Mais parfois, il y a des entreprises qui me disent non, nous, on n'est pas d'accord, la prime sur les fonctions support, elle marche hyper bien. Et quand je regarde les chiffres, tu vois qu'elle est payée à 95%. Une entreprise où les gens sont surperformants à 95%, statistiquement, c'est étonnant. Et qui sont les gens à qui on n'a pas payé la prime? Les 3 pimpins, qui sont en train de négocier leur rupture conventionnelle, à qui on paye pas la prime, mais en vrai, on va la mettre, dans, la prime de départ parce Dans que, la sinon clause. la négo elle tient pas. Les personnes qui sont en congé parental et donc qui n'ont pas foutu un pied dans l'entreprise, bah, du coup, on leur paye pas leur prime. Tu parles enfin et du coup, on te dit: «La prime, elle est là pour stimuler la performance et faire la différence entre les gens qui sont très bons et les autres». Bah, la plupart du temps, non, quoi, parce qu'on finit par la donner à tout le monde pour se débarrasser du sujet. Et même ça, ça prend un temps de fou. Les managers détestent faire ça, ça prend un temps de fou à tout le monde. Sujet des fonctions support mis à part. Pour les gens qui ont des objectifs chiffrés, où il y a, là, comme maintenant tu parlais des budgets où, bah, du coup, on va réduire ton budget, mais tu dois fournir le même travail, voire mieux, avec moins de moyens. Là, ce qui se joue, clairement, on est sur une forme de je reviens à mon histoire d'équilibre contribution-rétribution. Finalement, qu'est-ce que je donne et qu'est-ce que je fais en retour? Là, c'est qu'on a une souffrance et que la personne, au quotidien, elle se dit: «Mais purée, je donne beaucoup et je vais pas recevoir à hauteur de ce que je donne». Alors moi, je suis pas pour les primes en général, enfin les primes, individuelles, performance individuelle. Par contre, j'ai rien contre les primes exceptionnelles, j'ai rien contre les primes qui ont ont un objectif chiffré. En théorie, je suis pas fan. En pratique, je constate que, ça correspond à une culture de métier, parce qu'il y a des commerciaux qui sont pas d'accord quand tu leur dis: «Je te donne un très gros fixe, mais tu n'auras plus de variable». Là aussi, tu leur fais les calculs, tu leur montres qu'ils vont gagner plus, ils en veulent pas, c'est dans leur culture, il faut du variable, donc OK. Et il y a des moments où ça rend bien service à tout le monde. Donc ce qui se joue à ce moment-là, pour moi, c'est vraiment un déséquilibre de dire: «Mais purée, je donne beaucoup et je vais pas recevoir à hauteur de ma contribution et c'est injuste», et on revient à la notion de justice. Ouais, et finalement, c'est un et à cette valeur qui est relative, qui est la justice finalement. Donc en plus qui est différente selon les individus. Donc à ce moment-là, bonne chance pour, réussir à mixer tout ça. J'avais un client pour lequel on avait gardé des primes exceptionnelles pour les projets. Parce que dans son entreprise, les personnes alors, je parle pas des chefs de projet, hein, je parle vraiment des collaborateurs, collaboratrices, qui sont sur leur poste opérationnel au quotidien et qui, en plus de ça, doivent contribuer fortement à des projets stratégiques pour l'entreprise. Et donc, on avait gardé ce système de primes quand tu es un collaborateur, sur ton poste, mais qu'on te demande de dégager du temps pour le projet, mais qu'on va clairement pas réduire ta charge de travail, hein, prime. Mais mon client ne voulait pas, annoncer les primes en avance. Parce qu'il disait: «Mais imagine, la personne elle bosse pas bien, imagine, bah, en fait, là, on revient à mon problème de départ qui est: on a besoin de comprendre sa situation, on a besoin de se projeter. Tu auras pas le même impact si je te dis: «Maxence, j'ai besoin que tu sois sur ce projet, c'est hyper important, mais j'ai besoin que tu fasses ton boulot aussi au quotidien». Si tout se passe bien et là, du coup, il faut définir c'est quoi bien se passer? C'est si le projet est une réussite, c'est quoi être une réussite? C'est quoi les minimums attendus sur ce projet? Et bah, dans 6 mois, je te verse une prime de 5 000 €. Tout de suite, tu sais où tu vas, tu sais pour combien tu joues. Parce que moi, ce que je constate aussi parfois, c'est qu'on ne dit pas aux gens, donc c'est un peu secret. Pendant 6 mois, les gens y rament dans l'espoir de toucher quelque chose, mais ils sont même pas sûrs de le toucher. Donc dans les moments un peu de creux, ils se disent: «Mais purée, mais pourquoi je fais ça?» Et quand tu leur files leur prime, ben ils sont hyper déçus, parce que c'est pas le montant auquel ils s'attendaient. Et là, du coup, moi, j'ai des discussions avec des dirigeants, des dirigeantes qui sont frustrés, ils me disent: «Mais je comprends pas, c'est hyper ingrat». Et en plus, ils disent pas merci. Tu vois? Ça, c'est le titre d'une de mes conférences, sur le sujet de la rémunération. Et en plus, ils disent pas merci. Bah non, ils vont pas dire merci, il faut pas s'attendre à ce qu'ils disent merci. Par contre, il faut dès le départ anticiper et de dire: «Voilà pour combien tu joues, si tu atteins
tel niveau de réussite, et en définissant très bien les termes. Ouais, en définissant les livrables. Mais c'est assez marrant parce que Mm. tu as les mêmes notions qui reviennent, assez fréquemment, hein, tout ce qui est justice, le fait d'éviter l'inconnu aussi, le fait de s'aligner, de communiquer mine de rien, parce que du coup, cette discussion, tu vas l'avoir pas au bout de 6 mois quand le projet il est fini, tu vas l'avoir au début, en mode: «OK, tu as Oui. ça à faire en plus du reste. On te propose si ça se passe, si le livrable il est, X, Y, Z, tu auras autant, deal ou pas deal». Mais du coup, tu prends le Mm. risque aussi qu'il y ait pas deal ou qu'il y ait négo ou qu'il y ait quoi que ce soit. Mais finalement, sinon tu t'achètes juste 6 mois et tu crées un problème pour dans 6 mois. Alors oui, tu as eu ton projet, mais peut-être que le suivant, du coup, la personne elle se dira: «Bah, so what, de toute façon j'aurai, 46,90 € pour ma contribution de, 72 heures sup, par mois», entre guillemets. Je crois qu'on n'a pas le droit de faire autant d'heures sup en France. Je suis pas très au clair là-dessus. Mm. Hem, mais du coup, tu dis: «OK, bah, tu as utilisé une cartouche, tu en auras pas 2 parce que la personne, on peut tromper une fois 1000 personnes, mais on peut pas tromper 1000 fois une personne». Tu vois, le truc du risque qu'on prend quand on discute en avance, alors c'est normal, en fait, on a toujours une appréhension de dire: «Mais mince, si demain je te dis: "Voilà, dans 6 mois, tu auras 5 000 €, tu peux négocier"». Déjà, la plupart des gens, ils vont pas négocier. Ils vont pas négocier parce que c'est pas évident de se dire que là, il y a de la place pour la négociation. Mmh. Ensuite, là, c'est pas parce que la personne, elle tente sa chance, qu'elle défend ses intérêts, que ça doit ouvrir une discussion pénible. On peut dire: «Écoute, non Maxence, je suis désolée, mais nous, dans la politique qu'on a définie», c'est ça aussi, c'est être ferme sur ses appuis, c'est avoir très bien défini un cadre. Dans la politique qu'on a définie, pour ce type de projet, c'est 5 000. Je peux pas te faire 7 000 à toi et 5 000 aux autres, c'est pas possible. Donc c'est 5 000, voilà. Parce que l'important en rémunération, ce qu'on les dirigeants oublient souvent, c'est que les politiques de rémunération, les règles qu'on fixe, elles sont là pour que les gens comprennent nos décisions. Il ne s'agit pas de convaincre les gens. On n'arrivera pas à convaincre toujours les gens. Par contre, c'est hyper important que les gens comprennent les décisions. Et n'imagine pas qu'il ne faut pas qu'il y ait de place à l'imagination, en fait, et aux radio moquettes et compagnie. Mais en fait, il ne faut pas avoir peur que la personne essaye de négocier. Je dis: «Écoute Maxence, non, c'est tant et c'est pas possible de faire différemment». Ben, si tu décides de faire la gueule, là, on a un vrai problème managérial qui n'a rien à voir avec l'argent. C'est que tu as rien à foutre là, en fait. Si tu es pas team player, si tu es pas dans la culture d'entreprise, si tu ne fais pas ce que je te demande de faire en tant que dirigeant, dirigeante, c'est pas un souci d'argent. Là, c'est un souci d'adéquation au poste. Et là, là, il faut qu'on ait le courage de se parler d'autre chose que d'argent. C'est plus du tout la même limonade, effectivement. Surtout si c'est un collab dont, entre guillemets, tu peux pas te passer parce que ceci ou cela, comme dans ton exemple de tout à l'heure. Oui. Tu prends Et des là, risques on joue là-dessus. à se faire peur. Là, on joue à se faire peur. La plupart des gens, ils iront pas contester parce que c'est la vie au boulot. Tu vois, là, moi, je te parle d'une situation courante où je te demande de faire un truc en plus de ton boulot. Bah, enfin, il y a très peu de gens déjà qui contestent quoi que ce soit parce que c'est normal. Si on joue à se faire peur, oui, on peut imaginer que ce sera la rockstar de ton Mmh. équipe qui va te faire suer en négociant et en te menaçant. Mais on parle, là, on va, et ça c'est un truc naturel dans le cerveau, on va chercher la situation la plus catastrophique. Bah non, il y a d'énormes chances que ça se passe pas comme ça. Il y a un point que tu évoquais sur lequel, j'aimerais bien revenir, c'est le fait que les gens ont pas besoin d'être convaincus. En tout cas, on n'a pas besoin de Oui, convaincre les gens, on a besoin qu'ils comprennent et c'est assez vrai dans pas mal de pans de la vie finalement, que tu sois en deals commerciaux, en perso, quoi que ce soit. Tu as pas besoin d'avoir raison. Il y a personne qui a raison. mmh, C'est des faut faits, lâcher il ça. faut juste, comprendre, il faut que ce que toi dans la tête, ce que tu as dans la tête, ce soit bien matérialisé, compris, entendu de la bonne manière par ton interlocuteur et on peut pas être d'accord avec tout le monde et tout le monde ne sera pas d'accord avec nous et dans une boîte, à mon avis, tu as jamais un système de rému qui va satisfaire 100 des gens parce que tu auras toujours, heu, Michel ou Bertrand qui, bon, sur le côté, il comprend quand même pas pourquoi, parce qu'il pense intrinsèquement qu'il vaut plus que Mmh. Michel et donc il devrait avoir 5 de plus et cetera et ça, tu peux pas trop lutter, je pense et c'est plus un problème Non. de culture derrière ou de fit. Si tu reprends là-dessus et on digressait un peu, mais on va essayer de revenir, tout doucement dans ce qu'on s'était dit, mais quand les gens comprennent, à mon avis, tu élimines beaucoup d'émotionnel déjà, enfin tu élimines beaucoup d'émotionnel. Oui. Tu t'alignes sur l'émotionnel, on va surtout pas l'éliminer, mais c'est assez crucial sur, le point sur lequel j'essaie de t'emmener, qui est celui de la fidélisation des salariés, parce que finalement, l'inconnu, l'injustice, tous ces termes, on a vu que c'était pas les mêmes pour tout le monde. Heu,
Mais s'il y a une zone de dissonance là-dessus, les personnes, soit elles finissent par se barrer, soit tu finis par toi avoir envie qu'elles se barrent, et donc de tenter des ruptures etc. Comment tu vois la place, on va dire, de la rému dans la fidélisation des salariés, au-delà de tout ce qu'on a pu se dire jusqu'ici? Ouais. Alors, au-delà de, il faut être très clair sur les règles. Donc, comment est-ce qu'on définit les salaires, comment ils évoluent, déjà, ça, c'est crucial. Ensuite, en fonction de la culture d'entreprise, déjà, je pense qu'il faut avoir une politique de rémunération, en tout cas des pratiques RH, qui vont dans le sens de la culture d'entreprise. Tu vois, il y a un exemple qu'on me donne beaucoup, qu'on me donne souvent, c'est celui d'Alan. Je vais t'en trouver un autre juste après, mais, parce que je suis sûre qu'on en parle souvent, donc autant l'évacuer tout de suite. Alan, qui est une mutuelle, qui est une licorne française, et la mission d'Alan, c'est de simplifier le rapport à la mutuelle et de le rendre plus transparent. Ça, c'est leur mission, c'est ce qu'ils vendent à leurs clients. Mais en fait, ils ont aussi poussé le bouchon à le faire en interne. En interne, ils veulent simplifier tous les process et les rendre transparents. Donc en fait, tu as une adéquation culturelle entre ce qu'ils disent à longueur de journée à leurs clients et ce qu'ils font en interne. Ça m'amène à un contre-exemple d'une entreprise, alors que je ne peux pas citer, tu comprendras pourquoi, qui travaille sur la santé financière des salariés. Ce qu'ils vendent, c'est un produit de santé financière aux salariés. Et quelqu'un en interne, quelqu'un de bien positionné, qui a une vision sur beaucoup de choses, me disait, mais quand même, on vend la santé financière et pourtant on ne prend pas en compte la santé, ni financière, ni mentale des salariés dans l'entreprise. Et en fait, cette personne, elle est doucement en train de se déconnecter de la mission de l'entreprise et de se dire, mais en fait, mais qu'est-ce que je fous là finalement? J'ai un discours que je ne vis pas, je me sens plus alignée, tu vois. En ce moment, on parle beaucoup d'alignement, tout ça. Donc déjà, un des trucs, c'est d'être hyper cohérent entre ce qu'on dit tout le temps et ce qu'on fait au quotidien. Je pense à une entreprise qui, elle, par exemple, quand tu rencontres les dirigeants, ils sont 2 et c'est beaucoup le collectif. Ah, le collectif, hyper collectif. Nous, il faut être team player, on adore le collectif, c'est ce qu'il y a de vrai. Et quand tu regardes leurs pratiques en matière de RH et de rémunération, il n'y a que de l'individuel, il n'y a que des variables individuelles. Alors qu'il n'y a quasi pas de commerce dans la boîte, il n'y a que des variables individuelles, il n'y a que des pratiques individuelles, on stimule l'individuel. Et ils me disent, en soi, c'est pas grave. Bah non, sur le court terme, c'est pas grave. Mais à moyen terme, les gens, ils sentent qu'il y a une dissonance. Ils sentent qu'il y a quelque chose qui sonne faux dans le discours. Donc c'est pour ça qu'être très clair sur ce qu'on définit au départ, ça permet ensuite de l'incarner au quotidien. Ensuite, il faut trouver les bons outils de rémunération qui répondent aux bons problèmes. Tu vois, là, ça fait un petit moment maintenant qu'on est dans un système d'inflation dont on ne sort pas, et je pense qu'on n'en sortira pas, c'est complètement illusoire. Il y a des entreprises qui me disent, mais moi, je ne peux rien faire, je ne peux pas augmenter. Alors là, on a quand même pas mal baissé en termes d'inflation, mais on est quand même à 3%. Et il y a des entreprises qui disent, moi, je ne peux pas augmenter les salaires de 3%. Et d'ailleurs, quand bien même elles pourraient augmenter les salaires de 3%, les gens ne seraient pas contents. Parce que si tu m'augmentes de 3%, juste, j'ai rattrapé l'inflation, mais je n'ai rien gagné. Je n'ai pas gagné de pouvoir d'achat, juste à réparer la situation que je vis depuis un moment. Donc, tu vois, déjà, ce truc de rattraper l'inflation, c'est un sujet qu'il faut traiter avec délicatesse. Mais les entreprises qui disent, moi, je ne peux rien faire en termes d'augmentation, j'ai trop rogné mes marges, j'ai une vraie fragilité de la structure. Mais en fait, il y a peut-être des choses qu'on peut trouver en matière de rémunération qui soient à la fois en adéquation avec la mission de l'entreprise et qui apportent, donc j'aurais peut-être dû commencer par ça, un gain aux salariés. La rémunération, c'est ni plus ni moins que la contrepartie d'un travail fourni, et c'est tout ce qui représente un coût pour l'employeur et un gain pour les salariés. Et le gain, il peut être en euros ou pas, hein. En tout cas, ça peut être direct ou pas. Mais en tout cas, repenser les avantages sociaux qu'on met en place, ça peut être un différenciant. Je pense que quand tu discutes avec un candidat ou même avec les personnes en interne, elles peuvent être attirées par quelqu'un qui va payer un peu plus que toi. Alors un peu plus, hein. Si évidemment il y a 10 cas d'écart, ça va être compliqué. Mais si ce que tu proposes par ailleurs en termes de conditions de travail, en termes d'avantages, ça leur parle, alors les personnes sont prêtes à renoncer à un petit bout de leur salaire. À 2-3 000 € près annuels, hein. Entre une boîte où il y a 0 télétravail et une boîte où il y a du télétravail, en fonction du profil de la personne, le choix il va être vite vu. Quelqu'un qui en a rien à faire du télétravail, qui déteste ça, qui préfère aller au bureau, elle va te dire, ah bah non, il paye mieux, j'y vais.
Quelqu'un qui veut du télétravail parce que c'est important, dire: «Ah non, non, mais attends, 2 000 €, pas de télétravail, ça vaut le coup». Enfin, ça vaut le coup de perdre 2 000 € et d'aller, et pareil sur tous les différents avantages. Tu vois, souvent, moi, je constate chez les juniors, il y a ce petit défaut. Alors, peut-être que c'est en train de changer parce que j'ai une cliente, dont la sociologie, c'est que des gens de moins de 30 ans et il la challenge à mort sur la mutuelle et sur la couverture mutuelle. Donc peut-être que les jeunes vont enfin se saisir des avantages, mais des profils plus juniors qui, eux, s'intéressent uniquement au salaire. Après, tu comprends aussi, hein, ils sont dans un moment de vie où ils ont besoin de se loger, peut-être de faire un prêt. Ce qui compte, c'est le salaire que le banquier va regarder. Et après, quand les gens gagnent en seniorité ou en maturité, ils commencent à être un peu plus, à se poser des questions, genre: «Mais attends, est-ce que j'ai des tickets resto? La mutuelle, ça se passe comment? Le remboursement des transports, est-ce que vous avez le forfait vélo? Et derrière le télétravail, comment ça se...» Et moi, j'entends de plus en plus chez mes clients, des candidats qui demandent, lors de l'entretien: «C'est quoi vos valeurs? Comment vous décririez l'entreprise? C'est quoi sa culture?» Et c'est drôle parce qu'il y a un candidat avec qui j'avais échangé une fois, il avait passé plusieurs entretiens dans les 6 mois et il disait: «C'est la première boîte où un manager est capable de dire: "Nous, nos valeurs, c'est ça et très concrètement, ça veut dire qu'on fait ça au quotidien".» C'est-à-dire que les boîtes précédentes qu'il avait croisées, soit les gens étaient même étonnés de la question, genre: «Mais c'est-à-dire? Enfin, comment ça? Mais non, je ne les connais pas». Ou n'étaient pas capables de dire: «Oui, alors nous, on a une culture de la bienveillance et ça veut dire ça». Et ça, pour moi, c'est game changer, là aussi, qu'on en revient à cette histoire de se projeter. Ça a pété avec les gilets jaunes, mais donc c'est pas 2018 pour moi le moment de changement, mais c'est forcément venu un peu avant. Mais il y a une vraie méfiance, il y a une vraie défiance, vis-à-vis du patronat. On a toujours l'impression que, il se gave. Et c'est une discussion qu'on a eue aussi en off, il y a longtemps, mais on a toujours l'impression que le patron, il se gave et il se surpaye, tout en, enfin, grâce aux économies qu'il fait, en grattant sur sa masse salariale. Il y a une défiance en se disant: «Mais en fait, on nous cache des choses, tout ce qu'on ne nous dit pas, c'est parce qu'on est en train de nous la faire à l'envers», et ça, je dis pas que ça n'a pas de il y a pas de fumée sans feu, ça vient de quelque part. Néanmoins, aujourd'hui, ce qu'on peut faire pour contrer ça, c'est d'être hyper clair sur ce qu'on fait, hyper transparent, et je pense que la transparence, c'est un vrai sujet de fidélisation. Et tu as ce côté aussi, de mettre tout le monde dans le même sac, tu vois? Pour revenir sur la rémunération des patrons, où il y a des mythes, forcément parce que les salaires des patrons les plus publics, ça va être le CAC 40 et cetera, donc forcément, c'est un peu les extrêmes, tu vois? C'est pas du tout, l'artisan du coin qui travaille avec 3 bonhommes et qui a des marges, rikiki, donc c'est assez marrant là-dessus. Et sur les alternatives non financières, je sais pas si on peut vraiment résumer ça comme ça, mais c'est vrai que tu le vois de plus en plus sur les valeurs. Moi, c'est une question que j'ai depuis 2 ans, alors que tu vois, en termes de recrutement, ça fait 10 ans que je recrute des personnes. J'avais jamais eu ce genre de questions. Aujourd'hui, on te le demande, c'est quoi la culture de la boîte? Comment est l'équipe? Comment ça se passe au quotidien? Heu, c'est quoi le rythme de travail? Tu vois, avant, entre guillemets, si quelqu'un te demandait, bah, c'est quoi les horaires? Quand c'est quelqu'un qui sort d'école de commerce et cetera, pour en parler avec, même des gens de mon âge, tu vois? Je suis pas non plus un vieux quinquas. Quinquas, c'est pas vieux, pardon. Hem, mais tu vois, tu partais du principe: «OK, bah, en fait, lui, ce qui l'intéresse, c'est de partir à 17h pour aller faire un tennis». Aujourd'hui, tu vois que la place du travail dans la vie des juniors, en tout cas, mais même, un peu au-delà quand même, je pense, de plus en plus, ça vient. Tu vois que ils regardent vraiment le tout. Donc c'est un peu comme tu disais, ils vont regarder la mutuelle, ils vont regarder s'il y a une prévoyance, s'il y a les tickets resto, s'il y a, heu, le télétravail, ça c'est un point qui revient assez souvent aussi. Heu, Nous, tu vois, un des avantages qu'on avait, c'était sur ce qui était horaire flexible, par exemple, parce que c'est pas encore Mmh. hyper commun de choisir, tes horaires. On a quelques créneaux où il faut être avec tes clients, mais entre guillemets, le reste, tu veux travailler un samedi matin parce que le mercredi après, mais en fait, ton gamin, il a un match de foot et tu veux y aller et tu préfères, échanger, bah, so what en fait, moi je m'en fous, typiquement, mais c'est pas encore commun non plus. Donc tu as aussi ce côté, je pense, où, réussir à cultiver ces différenciants du côté des alternatives non financières, j'ai pas les bons vocables à mon avis là-dessus, ça peut aussi être un avantage concurrentiel côté recrutement et côté fidélisation probablement. Je sais pas si tu as un Oui, avis, sur ce truc-là, mais, mais ça joue je aussi sur la partage fidélisation parce complètement. que tu risques de perdre des avantages que tu as déjà aujourd'hui si tu vas ailleurs et tu le mets dans la balance aussi du choix d'une autre boîte potentiellement. Tu vois, il y a clairement il y a de ça, mais il y a aussi, une fois de plus, hein, le besoin de se projeter. Parce que ce qui est alors,
sans être une vieille quinca comme tu dis, mais tu vois, moi, quand j'ai commencé à bosser, il y a une petite vingtaine d'années, c'est vrai que quand tu passes les entretiens, tu parles pas, de ça, tu parles pas des horaires, enfin, je parlais pas, ni des horaires, ni de la charge, ni des vacances. Alors que concrètement, bon, quand tu cherches du boulot, tu t'es peut-être déjà organisé sur les vacances suivantes et que, bah, peut-être que tu sais, il y a tout ce truc de il fallait pas en parler. Il fallait pas parler de ça. Moi, c'est ce qu'on Et m'a en école de conseillé, commerce, c'est on ce que t'apprend à mes ne surtout pas en parler, en tout ouais, cas. À l'école, et on quand te quelqu'un a le prépare pour les culot de le entretiens et faire, tout, on on le te dit: «Ne juge. parle pas de ça». Mmh. Et du coup, il y avait un vrai inconfort, ça les avant d'arriver au bureau, avant de prendre ton nouveau poste, il y a un vrai inconfort de dire: «Je ne sais pas. Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas à quelle heure je pars ce soir, je sais pas, et du coup, tu vois, il y a ce truc vraiment d'inconfort que les gens ne supportent plus, ils veulent se projeter et je pense que il y a des gens qui veulent avoir un équilibre vie pro, vie perso et ils ont tennis à 17h le jeudi et que c'est important pour eux d'être partis avant pour aller à leur cours de tennis à 17h le jeudi. En vrai, c'est un changement de paradigme, mais ça ne veut pas dire que le reste du temps, ils vont glander. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas performants et à contrario, je pense que tu peux aussi dire à des gens: «Écoute, nous, les horaires de travail, sur telle période», alors tu vois, moi, quand j'étais salariée, on pouvait dire aux gens, parce qu'il faut dire la vérité, de septembre à mars, autant te dire que c'est rare que tu partes avant 19h, voire, possible que tu dînes au bureau. Par contre, en dehors de cette période-là, bah, on lâche un peu la pression parce que, ne serait-ce que, humainement, physiquement, mentalement, tu peux pas tenir à des rythmes comme ça. On a besoin que tu sois à 200 entre septembre et mars, donc le reste de l'année, on te foutra un peu la paix. Et toi, de dire ça à la personne, peut-être qu'elle peut se dire: «Putain, ça fait chier, je vais faire des nocturnes». Mais bon, si le reste de l'année, enfin, tu vois, c'est en gros leur donner l'occasion de se projeter et de faire un vrai choix et de pas se sentir, pris au piège, quand tu proposes quand tu prends un poste, tu es pris au piège, tu sais pas. Tu sais pas où tu vas, tu sais pas ce qui t'attend, et je pense que ça a cristallisé beaucoup de méfiance et de défiance et qu'on est, parfois dans un extrême. Et là aussi, il y a si tu dis à quelqu'un: «Écoute, nous les horaires, bah, c'est plutôt tentant, mais voilà, on peut apporter un peu de flexibilité de temps en temps», bah, il y a peut-être des gens qui vont dire: «Bah, pour moi, c'est pas OK», et tant mieux, parce que si tu leur dis pas en avance, ils vont venir, ils vont s'en rendre compte, ils vont se barrer et tu vas devoir recommencer tout à zéro. Donc tant mieux leur dire en avance, mais ils seront très peu nombreux en vrai. On est toujours en train de se dire: «Si mes salaires sont transparents, les gens vont me faire la misère. Si je dis aux gens qu'on a une grosse charge de travail, ils vont pas venir». Bah, en fait, à un moment donné, ils vont s'en rendre compte, donc autant le dire tout de suite et peut-être qu'en vrai, ils vont venir. Peut-être qu'ils vont négocier d'autres trucs. Ouais, Peut-être et en qu'ils vont me même dire: «Bah, temps, comme écoute, tu dis, OK, ils vont s'en mais rendre moi je compte. bosse quand tant que tu veux, mais le jeudi à 17h, je suis barré». Et comme tu dis, de toute façon, ils vont s'en rendre compte, de tout ce qui est en place une fois qu'ils sont embauchés et qu'ils arrivent, en fait. Et Oui, là, le fait d'avoir un recrutement où tu as dit non à tous tes autres candidats, la personne démarre, au final, elle fait un mois parce que le deal n'était pas, clean, ou en tout cas, il y avait beaucoup d'angles morts dans la proposition. En fait, tu as perdu beaucoup de temps, tu as perdu beaucoup d'argent et tu as perdu des candidats. Et aujourd'hui, c'est quand même un truc, assez précieux dans pas mal de domaines d'avoir des candidats. ouais. Nous, Tu vois, il y a on a une quelques DRH clients qui qui me disait il y galèrent, a tu pas vois, sur le longtemps, digital. pardon, excuse-moi, je j'avais pas excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Non, je repense à une DRH il y a pas longtemps, qui a changé de poste. Elle a changé de poste et elle me raconte, donc je lui demandais, bah, comment ça se passe? Elle me dit: «C'est une cata atomique. Le climat social est hyper dégradé, le CODIR se déteste, il y a le feu à l'usine», et du coup, je lui dis: «Bah, c'est ce à quoi tu t'attendais?» Elle me dit: «Mais pas du tout, à aucun moment le dirigeant m'a parlé de ça. Il m'a dépeint une entreprise assez saine, qui est en train de faire de la croissance, donc ils ont besoin de muscler leur équipage, tout ça». Et en fait, elle l'a confronté, elle lui a dit, à un moment donné: «Mais je suis très surprise, je ne m'attendais pas à ça», et le gars lui a répondu: «Mais si je vous avais dit la vérité, vous ne seriez jamais venu». Elle est partie, lors de sa période d'essai, donc Michel a joué, Michel a perdu. Il faut dire les choses en amont parce on perd du temps. Ouais, et puis en plus, peut-être que du coup, c'était pas la bonne personne pour arriver dans ce climat. Peut-être que dans sa vie, à ce moment de sa vie, elle avait pas envie d'arriver et d'éteindre des incendies. Et à Oui, l'inverse, tu as peut-être quelqu'un qui a été moins bon, ou en tout cas, pardon, pas dans le même mood, et que c'est pas le DRH à long terme de cette boîte-là, mais peut-être que pour leur situation du moment et pour les 2 3 ans à venir, il y avait quelqu'un qui était en oui, mode commando, pompier, GIGN, et cetera. Et en fait, il fallait aller vers un profil comme ça et dire clairement ça, même si c'est pour 2 3 ans. C'est aussi sain d'avoir des rotations, parfois dans des codires, et dire après: «OK, bah, en fait, on va prendre un autre profil». Mais même sur le fait de trouver le bon profil et d'attirer la bonne personne, le fait de est-ce qu'on peut dire que c'est mentir? Tu mens par omission, entre guillemets, donc oui.
ça va te desservir parce que finalement, ce dont tu as besoin à ce moment-là, c'est pas juste un DRH tout terrain en plus. Tu as besoin d'un DRH de De crise. commando, Non, mais on est sur de la de gestion de crise, crise ouais, et il y a voilà. des gens qui adorent ça. Donc c'est l'exemple qui me venait en tête. Et oui, clairement, s'il avait été franc, il aurait attiré les bonnes personnes, il aurait gagné du temps. Je pense que souvent, il y a un truc un peu incantatoire, tu vois, de se dire, bon, bah, c'est peut-être que si j'arrête pas de dire que tout va bien, ça va finir par aller mieux. Et puis peut-être que la personne, elle va adorer ça. Et donc il y a un excès d'optimisme. Parce que c'est ça qui est drôle, c'est qu'on pêche par optimisme parce qu'on a peur du pire. Mmh. C'est Un petit côté méthode Coué de dire, «Non, non, mais les problèmes n'existent pas tant que j'en ai pas parlé à quelqu'un». mmh. Il y a ça aussi. Parfois, il y a aussi beaucoup de jugements de valeur, sur, les jeunes, sur les gens qui ne veulent pas bosser, tout ça. Moi, c'est un débat qui ne m'intéresse absolument pas. Je m'en fous, royalement, des gens qui veulent bosser, pas bosser, mon problème à moi, c'est comment est-ce qu'on fait venir les gens, comment on bosse avec et comment on les garde. Tu vois? Après, poser des jugements de valeur, malheureusement, ça me fait pas avancer. En France, on est très bon pour faire ça, donc on serait champion de la rétention. Mais tu vois, parfois, je trouve que les dirigeants et les dirigeantes, ils perdent trop de temps, à râler sur les jeunes qui ne veulent pas bosser, plutôt que de se dire: «Bah, OK, c'est un changement de paradigme. Comment est-ce que je m'arrange de ça pour faire tourner mon business?» Parce que tout ce qu'on fait en RH, c'est pour aider l'entreprise à faire tourner le business correctement. Donc faut remettre le sujet, sur la table. Comment est-ce qu'on fait avancer le business correctement? Et ça me fait penser à cette question-là que je voulais te poser sur les environnements toxiques, parce que là, tu viens d'en dépeindre un beau aussi. Mais est-ce que l'argent, donc la rémunération purement financière en l'occurrence, peut compenser un environnement toxique? Je pense que vraiment, en règle générale, non. Non, parce que tu, vas dégrader la santé mentale d'une personne, enfin voire de plusieurs personnes, la confiance en l'organisation, tout ça. Je pense qu'à très court terme, pour quelqu'un qui est très, mature sur le sujet, qui est très conscient de ce qui se passe, la personne peut se dire: «OK, c'est la merde, je prends ce qu'il y a à prendre et le reste ne m'atteint pas, voire, de toute façon dans 6 mois je me casse ou dans 1 an». Enfin, moi, il y a des gens qui m'en ont parlé comme ça en me disant: «Mais tu sais quoi? Dans 1 an et demi, je ne suis plus là parce que j'ai un autre vrai projet derrière, donc je prends ce qu'il y a à prendre et je me casse». Mmh. Mais les environnements toxiques, ce qui fait que c'est toxique, c'est que vraiment c'est petit à petit que ça va émousser, la confiance en soi des gens, la santé mentale et que ça, tu le compenseras jamais par de l'argent et que, tu vois, il y a des gens dans des environnements, compliqués qui sont extrêmement bien payés et pourtant qui ne vont pas bien ou pourtant ils s'en vont. Tu vois? Donc c'est non, l'argent compensera jamais, à court terme, oui. Par exemple, toi, si à l'agence, le mois prochain, tu dis à tes équipes: «Les gars, on vient de décrocher le contrat de nos rêves, pendant 1 mois ou 2, vraiment, on va en chier et je vous préviens, je vais être d'une humeur horrible, donc il est possible que je me comporte mal». Mais vraiment, à la fin des 2 mois, mais alors, énorme prime à tout le monde, ils seront capables de le supporter. Par contre, si tu commences à changer de comportement et que ça devient la nouvelle norme, non, dans 6 mois, ils sont barrés, dans 6 mois, 1 an, ils sont barrés, même si tu les payes très bien. Non, ça va parce que moi, je suis toujours d'une humeur massacrante, donc ça changera pas. Mais c'est ton exemple des 2 mois, je rigole, hein, je suis très calme en général. L'exemple des 2 mois, il est taclé aussi parce que tu remets une projection chiffrée, datée. Si tu dis: Ouais. «On va décrocher le contrat de nos rêves, ça va être prime à tout va. Par contre, je sais pas combien de temps ça va durer, ça va être la merde pendant des mois, des années» et cetera. Là, tu as pas du tout le même discours que si tu arrives à le timer, le borner et dire: «OK, en fait, on tient 2 mois, deal, pas deal, il y a une contrepartie financière dessus». Versus, bah non, en fait, à partir de maintenant, tu vois, imaginons, parce que c'est déjà arrivé à des camarades, mais l'agence se fait racheter, on va en chier pour l'intégration groupe, je sais pas comment ça va se passer, et cetera. Alors là, c'est pas du tout la même limonade, à mon avis. Et Non. là, tu as de la casse, clairement. Peut-être Et c'est, tout ça, enfin, moi, j'aime bien l'allégorie du coureur de fond. Tu vois, les gens qui font des choses absolument extraordinaires, en matière, performance sportive, qui font des marathons en un temps record, qui font des Ironman, qui font des choses folles, ils savent le nombre de bornes qu'ils ont à faire. Enfin, tu vois, c'est hyper clair et le mental tient parce qu'ils se sont préparés à courir 120 bornes. Enfin, c'est marqué en eux. Si toi, tu t'amuses à reculer tout le temps, sans leur dire, hein, si tu fais une course mmh, surprise, hein, vas-y, tu cours.
Et Inch'Allah, un jour t'arrives, les gens vont pas tenir mentalement parce que on n'a pas d'objectif, on ne peut pas se projeter. C'est le truc qui arrive quand même assez souvent, je trouve, où ta ligne d'arrivée est mouvante et ça, il y a rien de pire. Côté Mmh. démotivation, alors ça peut être une ligne d'arrivée sur des objectifs, sur bah tiens, tu auras ceci quand il se passera cela, et en fait, c'est cela, cela c'est un AX plus B, ou bah, ça n'arrive jamais finalement, parce que c'est toujours plus. Et c'est en termes de motivation, je trouve que ça te casse vraiment une équipe et une dynamique, au-delà, tu vois, de des timings, etc. Mais tu as ce côté toujours plus, ce qui peut être sain dans une boîte, parce qu'on est quand même tous censés être là pour la croissance, etc. Sinon on dépérit. Mais c'est une croissance qui est bornée, sinon les gens se voient pas non plus. En fait, ils voient pas les jalons. Et c'est un peu ce que tu dis, c'est le mec qui fait son triathlon, bah, il sait qu'il y a X kilomètres de nage, Y kilomètres de vélo et Z kilomètres de course. Et puis voilà, si tu t'amuses à changer les trois en même temps, en fait, la personne, elle sait plus où elle sait plus où elle habite, elle sait plus où elle travaille. Et probablement que demain, elle travaille plus chez toi, probablement. Bah, tu vois, pour filer, la métaphore sportive, parce que souvent on parle beaucoup de sport en entreprise quand on parle de performance, alors on aime bien parler de sport, puis on fait venir des sportifs, pour donner des conférences. J'ai rien contre ça, mais ce qu'on oublie typiquement, c'est, courir un marathon, enfin courir un 10 kilomètres, courir un semi-marathon, courir un marathon, c'est pas pareil, je dirais, on ne module pas son effort pareil. Et c'est que justement être très clair de où sont mes jalons, ça permet de moduler mon effort et cette modulation d'effort fait que je vais être performante et que je vais atteindre mon objectif. C'était pour réagir à oui, en fait, même quand la ligne d'arrivée, elle est un peu mouvante parce que sur un projet ou sur un contrat client, bah, parfois on maîtrise pas tout et tu vois, d'avoir des jalons clairs et d'en parler aux gens, ça leur permet de dire: «Les gars, enfin, faut tenir 3 kilomètres de plus sur le vélo, ne vous inquiétez pas, on en est là». Enfin, c'est de continuer à les accompagner dans la communication et pas de mettre le sujet sous le tapis, en espérant que ça va passer. Oui, et puis si ton 10 kilomètres se transforme en marathon, les gens vont le voir. Oui. Si c'est un 40 kilomètres qui finit en marathon, bon, il y avait 2 kilomètres d'écart, en pourcentage, ça fait pas grand-chose. Ok, ça passe. Mais si tu sous-estimes aussi les projets en disant non, mais de toute façon, ça, c'est des petits sujets, et en fait, ça devient des énormes sujets, les gens vont le voir aussi. Et tu as un point particulier qui m'intéresse dans cet épisode, surtout on évolue sur des métiers pénuriques, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que quel métier n'est pas pénurique. Je parlais à un artisan qui est venu refaire les bureaux, il a du mal à recruter. On a des clients qui ont du mal à recruter, des potes qui ont des agences de dev qui ont du mal à recruter. Tout le monde a du mal à recruter. Comment tu gères ça dans une course où, en fait, est-ce que c'est la course au plus offrant aujourd'hui? Alors, plus offrant avec tout ce qu'on a dit sur alternatives non financières et autres, mais est-ce que tu as un côté, pas pirate, mais franc-tireur des salariés qui disent non, mais de toute façon, chacun sa pomme, moi je vais aller chercher du gras là où il est. Euh, donc, d'une part, est-ce qu'il y a une course au plus offrant là-dessus? Et est-ce que tu as un risque ou des bonnes idées pour justement fidéliser? On en a parlé, mais est-ce qu'il y a un point spécifique à adresser pour ces métiers pénuriques? Mmh. C'est drôle ce que tu dis. Moi, ça me fait penser à une discussion que j'ai eue avec, Jessica Jeziri, qui est ancienne DRH notamment de Ornicar, qui aujourd'hui a créé la practice RH chez Bluemaze et elle, son terrain de jeu de prédilection, c'est la tech et Jessica et moi, on fait partie du comité marque employeur pour, la fédération des HLM. Fédération des HLM qui ont beaucoup de mal à recruter, à fidéliser, enfin et du coup, on va au comité marque employeur, on rencontre des DRH des différentes entreprises d'HLM de France et qui nous disent tous: «Mais vous vous rendez pas compte, pour nous, pour la fédération HLM, c'est compliqué, les coopératives HLM, c'est compliqué, on a du mal à recruter, on est en pénurie, on a du mal à fidéliser». Avec Jessica, on rigolait un peu jaune, hein, en se disant: «Mais en fait, partout où on va», parce que Jessica, elle te dirait pareil sur la tech. Elle dit pareil dans la tech, on se dit: «Mais non, mais nous, on a du mal, OK? Nous, on galère, nous, on a du mal». Et là, on est avec les HLM qui nous disent: «Mais nous, on est en non, vous avez pas compris, nous, on est en galère, nous, on a du mal». Et secteur par secteur, tout le monde te dit la même chose. Donc le premier truc déjà à admettre, c'est que c'est pas nous, c'est tout le monde. Il y a un sujet en ce moment sur l'attractivité des profils, où qu'on soit, donc faut pas se trouver des excuses au-delà de ce qu'on peut mieux faire soi au niveau de son entreprise. Des francs-tireurs, des mercenaires, il y en a
toujours eu et il y en aura toujours. Ça aussi, il faut faire le deuil, hein. Oui, il y a des gens, ils vont venir chez toi que pour les sous, ils en auront rien à faire de la croissance de l'entreprise, et ils partiront, dès qu'ils auront une meilleure offre. C'est comme ça, il faut faire son deuil. C'est pas et c'est en soi, c'est pas grave tant qu'ils fournissent le boulot que tu attends en retour, c'est pas grave. Ensuite, moi, je pense que non, les gens ne viennent pas que pour l'argent. Il faut que l'argent ne soit pas un sujet, c'est-à-dire que si tu payes les gens au ras les pâquerettes, que tu es très en dessous du marché, oui, bon, bah là, ils viendront pas. Mais si le niveau de salaire, il est correct, les gens, par contre, ils vont s'attacher à d'autres choses. Il y a, j'en reviens à mon histoire d'équilibre vie pro-vie perso, mais quelqu'un qui te paye super bien à l'autre bout de la région, où ça te fait une heure de bagnole le matin, une heure le soir, qui va te mettre dans le jus pour ta logistique personnelle, les enfants, le truc, le machin. Non, tu vas pas. Oui, tu vas gagner mieux à la fin du mois, mais ça va être quoi le coût humain derrière? Si dans ta logistique, toi, tu as intégré aussi une forme de flexibilité liée au fait que tu travailles un jour ou deux à la maison, eh ben non, tu vas pas aller chez le plus offrant si le plus offrant il te dit: «Mais moi le télétravail c'est mort». Parce que tu vas te dire: «Mince, je pourrais gagner plein de sous», puis après tu as: «Purée, mais ça va me mettre dans le jus pour le jeudi quand il faut que j'aille chercher la petite à 17h, ça va être compliqué pour tel truc, je vais être crevée». Donc tu vas renoncer aussi. Il faut vraiment voir le sujet plus global et d'être aussi, on en parle un petit peu moins, mais je pense que c'est toujours là, cette sorte de sens, enfin que les gens comprennent ce pourquoi ils travaillent. Je dis pas qu'il faut qu'on soit que des entreprises philanthropiques, hein, mais que les gens, quand ils viennent au bureau, ils savent ce qu'ils viennent faire. C'est quoi leur rôle dans cette organisation et que fait cette organisation sur le tissu local. Ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des gens qui bossent dans les mais et quoique même quand tu bosses dans les très grands groupes, c'est une question que tu te poses, mais quand tu es, Michel, 1974, dans ton open space, dans ton cubicles, dans une entreprise dont tu comprends pas le business, et que tu t'ennuies comme un rat mort toute la journée, bah oui, si demain on te propose un truc de payer ailleurs, tu iras parce que tu as pas d'attachement. Mais Ouais, je vois tout à si tu fait, as un attachement et je parle pas que d'attachement émotionnel, hein, mais de te dire: «Non, là, ma boîte, je comprends où elle va, je comprends ma place dans l'organisation, je gagne pas des milliers des cents, mais bon, ce que je gagne, ça va, c'est correct. Je peux me projeter sur les différents éléments de rémunération, notamment le variable, tout ça, le variable, collectif». Bah non, tu vas pas aller te mettre en galère dans une autre boîte. Si l'autre boîte, elle t'attire parce que le projet est plus sympa, parce que c'est plus près de chez toi, parce que tu as envie d'évoluer aussi. Tu vois? Pour, reboucler tout à l'heure avec un truc qu'on s'est dit sur le variable. Il y a une PME l'autre jour, qui pratique beaucoup le variable individuel, sur certains métiers. Ils font des primes exceptionnelles et c'était la directrice financière qui me dit: «Mais moi, j'ai besoin de donner des primes à mon équipe parce que sinon ils s'en vont». «Mais comment ça, ils s'en vont?» «Bah oui, parce qu'en fait, on ne peut plus les augmenter parce que leur poste n'évolue pas, parce qu'on est une entreprise de 80 personnes et qu'on va rester 80 pendant très, très longtemps. Du coup, si je leur donne pas de primes, pour leur donner l'impression que la rémunération augmente, ils vont partir». Bah, peut-être que là aussi, il faut faire son deuil, en fait. Oui, quand l'entreprise, il y a pas de croissance, en fait, il y a des postes qui vont pas évoluer et peut-être que c'est mieux pour tout le monde que la personne qui, à un moment donné, se dit: «Mais mince, moi, mon salaire, il n'évolue plus. Mon poste, il ne va pas évoluer parce que la personne au-dessus de moi, elle est bien ancrée, sur son siège». Bah, peut-être que c'est mieux que la personne, elle aille voir ailleurs, oui. Qu'elle aille chercher l'évolution de poste ailleurs, donc l'évolution de salaire et c'est pas grave. Tu vois, à chaque fois qu'on parle de ça, les gens, ils me donnent le micro-exemple en disant: «Oui, mais tu vois, j'ai c'est forcément le key people qui va partir». Non, peut-être pas. «Oui, mais du coup, il y aura plein de mercenaires». Non, il y aura des mercenaires, mais il y aura pas plein de mercenaires. «Oui, mais si j'arrête les primes, tout le monde va se barrer». C'est qui tout le monde? Oui, on cherche toujours à se faire peur, on a toujours, on prend toujours l'exemple le plus extrême pour se dire: «Non, non, faut pas y aller parce que vraiment, si je mets les salaires sur mes offres d'emploi, je vais attirer que des mercenaires». Mais non, faut se faire confiance aussi. Si son process de recrutement, il est bien fait, non, on va les voir venir et on va choisir la bonne personne et si la bonne personne, c'est un mercenaire, et bah, c'est pas grave. Ouais, et tu as beaucoup d'excuses, ou en tout cas de on a toujours Beaucoup de fait comme peur. ça, je pense que tu l'entends forcément, mais les peurs, effectivement, c'est un côté, oui, mais tu dois en avoir énormément dans ce que tu fais, heu, avec des impacts qui sont probablement plus limités que la réalité, mais tu peux avoir l'impression que l'entreprise va être à feu et à sang parce que, tu as mis en place, une nouvelle politique de rémunération, tu alors qu'en fait, bah, oui, tu vas avoir des extrêmes, tu vois? Nous, on avait eu le cas au déménagement, tu vois? C'est un déménagement sur, 4 kilomètres, hein, les bureaux, et bah, tu avais une personne qui a râlé. Bon, bah, so what en fait, j'ai envie de dire, c'est pas grave. Si la personne, c'était C'est important d'être, normal.
à cette zone-là, bah, en fait, peut-être que c'est le moment aussi de changer de boîte, etc. Mais tu as toujours ce truc où ça ne répondra pas à 100% des cas et c'est sain en même temps et c'est normal. Et accepter aussi la rotation, c'est peut-être encore plus dur dans ces moments un peu pénuriques pour tout le monde Oui, de se dire, ok, donc en fait, c'est pas juste que tu as peur que Michel se barre, c'est que tu sais que à ce poste-là, tu vas devoir aller chercher un autre Michel et que c'est galère de trouver des Michel en ce moment. Donc, c'est pas tant de la peur que, pas une flemme, mais mon côté, j'ai pas envie d'y aller. En tout cas, pas oui, maintenant, mais c'est je jamais le bon comprends. moment. Et c'est pas grave, comme tu dis, c'est juste, il faut l'intégrer dans le projet, de dire, ok, ben en fait, ça va avoir des impacts à tel et tel endroit qui vont demander tel et tel autres projets, peut-être plus de recrutement pour compenser, etc. C'est euh, c'est un peu une vision, j'ai réussi à esquiver le mot jusqu'ici, mais une vision holistique de la chose. Où, de toute façon, quoi que tu fasses, il y aura des impacts sur plein d'autres choses et il faut que tu prennes tout en compte. Mais c'est un peu le débat, enfin, c'est pas un débat, mais c'est un peu ce qu'on dit depuis le début, c'est les gens vont pas venir juste pour la rémunération, les gens vont pas partir juste à cause de la rémunération, la boîte ne va pas tourner que via de la croissance, la boîte ne va pas tourner sans les personnes, enfin, c'est vraiment un tout en fait, sinon on serait pas dans des organismes compliqués, enfin, l'entreprise est un corps complexe avec plein d'organes à l'intérieur, mais ce que tu fais sur l'un va avoir des effets sur l'autre, c'est assez beau Mm. et frustrant à la fois. Tu vois, dans mes anciennes fonctions, et je disais, j'ai dit une fois à un membre de mon équipe, en fait, on n'est pas bon dans le sens, on n'est pas brillant parce qu'on arrive à tenir les règles. On est bon parce que quoi qu'il arrive, on va s'adapter, on va réagir. Trop anticiper les problèmes et essayer de mettre en place plein de garde-fous pour que les problèmes n'arrivent pas, ça prend un temps de fou et juste, ça nous fait perdre du temps. Par contre, là où on va être, et c'est pas là que tu prouves que tu es bon, là où tu prouves que tu es bon ou que tu es bonne, bah, c'est quand le problème il arrive, bah, comment tu gères, comment tu t'adaptes et comment tu. C'est là où je trouve que les talents, les personnalités se révèlent. C'est quand il y a un problème, bah, comment je Mm. gère. Tu vois, tu peux être la meilleure personne du monde, enfin, le meilleur professionnel du monde, si quand il y a un problème, tu sais pas le gérer, bah, tu perds ta médaille, hein. Oui, c'est un peu le challenge où c'est facile d'être le meilleur de la classe quand il y a que des interros faciles, mais dès qu'il y a Oui. un arrêt de voir bien complexe qui n'était pas dans le programme, bah, d'un coup, si tu perds tes moyens, t'es pas très bon. Dès qu'il faut passer au Ça va tableau mettre pour du temps. expliquer ta pensée ou débattre, si t'es pas à la hauteur, bah, En tout cas, c'est un sujet passionnant. Je pense qu'on pourrait encore y passer quelques heures, à mon avis. Je pense que la première, j'allais te poser la question, mais je vais faire la réponse moi-même. La meilleure solution pour que les gens qui ont découvert le sujet se mettent à jour sur le sujet, comprennent qu'il y a un sujet et aillent plus loin, c'est peut-être tout simplement déjà de suivre tes aventures sur LinkedIn. Et je sais que tu es assez active, même en dehors de LinkedIn, donc c'est là où on retrouve un peu aussi tes agendas d'intervention, je pense. Et pareil pour tout ce qui est sur ton LinkedIn et autres, on mettra les liens en description de l'épisode, comme ça les gens peuvent te suivre facilement et retrouver tes aventures pour enfin découvrir les joies de la rémunération au sens large. Et je ne sais pas si tu as un dernier mot pour nos interlocuteurs. s'il y a une chose qu'il faut retenir de cette petite heure qu'on a passée ensemble, c'est que vraiment la rémunération, c'est pas qu'une question d'argent. Merci beaucoup Sandrine, en tout cas on te retrouve très vite. Merci de m'avoir invité, Maxence. Si cet épisode t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. La plupart d'entre vous ne sont pas abonnés et donc vous n'êtes pas prévenus des nouveautés qui se passent sur la chaîne. C'est ici que je reçois tous mes invités de podcast, mais pas uniquement. Je partage aussi mon aventure entrepreneuriale, que ce soit avec mon agence Make Sense for Digital ou avec mon organisme de formation Mavericks Marketing, dans lequel je suis associé avec Alexia. On a une chaîne secondaire d'ailleurs. Mais donc, abonne-toi à cette chaîne pour ne pas louper les vidéos suivantes. On accélère fortement le rythme et on prend tous vos retours avec grand plaisir. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.